temps c'est supposé durer? Comme vous voulez. Je pose la question aussi quand même. Je vous laisse vous présenter du coup. Je suis psychologue au GISM, c'est un petit centre d'addictologie et on reçoit des personnes essentiellement sujettes à des addictions telles que l'alcoolotabagisme, boulimie, anorexie, jeux pathologiques, que ce soit les jeux d'argent ou les jeux sur Internet, des addictions, il peut y en avoir par rapport à l'argent, par rapport à la sexualité, par rapport à la nourriture, il y en a de toutes sortes. Comment on définit une addiction? Par deux critères, obsession, compulsion. Obsession, c'est-à-dire que dans la personne, dans sa tête, il y a des choses qui tournent et qui deviennent obsessionnelles. Et ces choses obsessionnelles amènent une compulsion. Compulsion, ça veut dire je ne peux pas m'empêcher de boire ou de fumer ou une perte de liberté de s'abstenir. Parce qu'il y a ces obsessions qui disent tu as besoin de ça, c'est nécessaire, ça serait catastrophique si tu l'as pas, et tout ça. Alors, tout ça se met en place pas du jour au lendemain. On ne décide pas un jour, tiens, je vais devenir alcoolotabagique ou tout ça. C'est un processus tout à fait insidieux où, dans la première partie, ce qui deviendra une addiction est une conduite bienvenue, payante, gratifiante, qui permet d'accéder à un plus-être ou à un mieux-être. Par exemple, si je suis un adolescent timide, j'expérimente qu'en ayant fumé un pétard ou bu un petit coup, je danse comme un dieu. Puis au fur et à mesure, ça devient une addiction, c'est ça? Oui, mais ça peut prendre des années, voire des dizaines d'années. Dans un premier temps, c'est éminemment positif, donc on continue. À un moment donné, ça change de nature. Les consommations qui jusque-là étaient groupales, conviviales, occasionnelles, festives, deviennent de plus en plus solitaires, nécessaires, quotidiennes. Et donc toutes les fonctions positives du début, explorer des sensations nouvelles, s'auto-administrer des sensations fortes, appartenir au groupe, faire des choses interdites. Quand c'est interdit, ça donne plus d'intensité. Toutes ces fonctions positives qui ont présidé à l'instauration et à l'installation de ce qui deviendra une addiction laissent la place à de nouvelles fonctions. Quelles fonctions? Avec ma main, avec ma bouche, je m'auto-administre des sensations qui recouvrent, musellent, refoulent, réduisent toute forme de mal-être. D'accord. Et qu'est-ce qui va amener un adolescent justement à commencer à prendre des drogues, puis à plonger dans l'addiction? Alors, on s'aperçoit dans tout parcours addictif qu'il y a de la mésestime de soi. D'accord. Bon. Alors, la mésestime de soi, c'est une conséquence de l'addiction, parce qu'au bout d'un moment, l'intéressé dit « Attends, t'es un pauvre con, tu sais que c'est mauvais, mais tu le fais quand même. » Bon, donc chaque fois, l'estime de soi est endommagée un peu plus. Mais des fois, ce qui devient une addiction, dans un premier temps, la phase où c'était payant, remédier à une mésestime de soi qui préexistait. Comme j'ai donné l'exemple, je suis timide, je prends un petit gars et je danse comme un dieu. Donc, la mésestime de soi peut être une cause et une conséquence à la fois. Mais il y a de multiples facteurs. Donc, en matière d'addiction, on ne peut pas avoir une vision simpliste. Il est alcoolique parce qu'il a perdu quelqu'un dans sa famille et tout ça. Il n'y a jamais une cause A qui produit un effet B. Il y a un ensemble de déterminants, y compris inconscients, qui ont fait que cette conduite était bienvenue, a aidé à vivre, et donc on l'a utilisée, et puis que la fonctionnalité positive change au fil du temps, et puis qu'au bout d'un moment, elle ne remplit plus cette fonctionnalité positive, même si on augmente les doses, même si on augmente les fréquences, et à un moment donné, alors qu'elle résolvait plus ou moins des problèmes, elle crée des problèmes et elle rajoute de la souffrance. Et c'est à ce moment-là, en général, que je reçois les personnes, pas à votre âge, pas au moment où c'est payant,
c'est quand il commence à y avoir une masse de souffrance et de douleur, mais la personne ne sait pas vivre autrement qu'avec ce produit, puisque ça a marché pendant des années. Et vous pensez qu'à notre âge, un jeune qui va commencer à consommer une drogue, il va penser à plus tard justement Non, aux conséquences des choses? Non, à votre âge, on est immortel. Si je vous dis le cancer du fumeur ou je sais pas quoi, vous direz, mais le cancer du fumeur, c'est à 50 ans. À 50 ans, on est vieux, il faut mourir. Et puis je m'arrêterai avant. Il y a toujours, dans les premières phases du processus, la pensée, ah mais je peux m'arrêter quand je veux. D'ailleurs, moi ça m'est arrivé de faire des séances d'information, de sensibilisation dans des lycées et tout ça, et je sais que quand il y a la sonnerie et que c'est la fin et que les personnes commencent à sortir et que moi je range mon matériel, il va y en avoir 4 ou 5 élèves qui vont venir vers moi et, sans que je leur demande rien, ils vont me dire « Ah mais moi monsieur, vous savez, je peux m'arrêter quand je veux. » Ah parce qu'ils sont un peu effrayés en fait. Ils ont besoin de se rassurer. Et c'est toujours à propos d'alcool, tabac, cannabis ou des produits comme ça. Jamais on m'a dit « Ah moi monsieur, vous savez, les choux-fleurs ou les épinards, je peux m'en passer pendant 6 mois sans problème. » Bon. Si, sans que je demande rien, ils ont besoin de convaincre le monsieur qu'ils peuvent arrêter, c'est qu'ils ont besoin de se convaincre eux-mêmes. Quand je serai enceinte, quand j'aurai passé mon bac, quand ceci, quand cela, je peux m'arrêter quand je veux. Bon. Ils sont dans une phase du processus qu'on appelle le déni de réalité. C'est-à-dire qu'il y a besoin de se convaincre qu'on a encore une maîtrise. C'est ce qui arrive à l'adolescence. Ou dans les premiers temps, on consomme les drogues. Dans l'adolescence, il y a un certain déni de réalité parce que c'est tellement payant, pour certains, pas pour d'autres, que les parents ou les sites internet ont beau dire oui mais c'est mauvais, etc. Attends, si ça commence à être mauvais, ben j'arrêterai. Qu'est-ce qui me dit le vieux con que fumer un pétard c'est mauvais et tout ça, moi je m'éclate avec mes copains, etc. Il y a une sorte de fossé entre les discours adultes qui n'est pas stupide, mais qui parle des conséquences à long terme. Et les bienfaits immédiats que l'intéressé peut... Donc quand il y a des bienfaits immédiats, les méfaits à long terme et tout ça, attends, ça doit être pour d'autres, ou on verra d'ici là, où je m'arrêterai, etc. Donc c'est comme ça qu'on peut mettre le doigt dedans, et puis après on a tout le bras qui est... Mais du coup on ne peut rien faire pour un adolescent qui commence comme ça, on peut pas... Comme ils refusent le discours adulte, comme ils ne veulent pas entendre, dans un déni. Qui sont dans un déni, c'est difficile d'aider un jeune à arrêter. Quand on voit que ça commence à devenir grave, mais c'est difficile en tant que psychologue d'être... En tant que psychologue, en tant que copine, en tant que prof, en tant que parent, si je vous dis il ne faut pas boire, il ne faut pas fumer, il ne faut pas grossir, il ne faut pas se suicider, il ne faut pas attraper le sida, alors c'est quoi? La vie, c'est des il ne faut pas, etc. Ça donne envie exactement de faire le contraire. Et encore une fois, l'expérience bénéfique vécue par l'intéressé fait que tous les discours qu'on peut lui faire, alarmistes, rentrent par une oreille et sortent immédiatement par l'autre. On comprend. Mais vous parlez justement d'aller de plus en plus, de s'enfoncer dans l'addiction. Mais est-ce qu'en commençant par prendre une drogue, qui soit tabac, soit cannabis, soit alcool, est-ce qu'on ne peut justement pas augmenter le... Et prendre après, continuer avec... quand on commence à fumer un peu du cannabis, et après, est-ce qu'on peut passer à d'autres drogues comme une cocaïne, ça peut se passer comme ça ou ça reste souvent seulement du cannabis? Il y a toutes sortes de parcours, mais il y a des choses qui sont intégrées par le corps et l'inconscient, et notamment qu'un acte d'incorporation d'un produit chimique amène des bienfaits ou une neutralisation de la souffrance. Bon, ça c'est inscrit, puisqu'on a fait l'expérience 1 fois, 10 fois, 100 fois. Alors, il peut se passer des transferts d'addiction.
C'est-à-dire que telle personne arrêtera telle drogue, Oui. et puis compensera avec une autre. Oui. Tout ça, c'est de la chimie. Hein. L'alcool, c'est un produit chimique. C2H5OH, c'est de l'éthanol. C'est des produits psychotropes, c'est-à-dire qui agissent sur le système nerveux central et qui modifient l'état intérieur. Donc, c'est parce que ça fait du bien qu'on s'y attache, et une fois que ça devient le mode de gestion du plaisir et de la neutralisation de la souffrance, on ne sait même pas qu'il y a d'autres manières de s'y prendre par rapport à ce qui fait souffrir. Donc peut-être le médecin ou les parents ou la police dira non, il faut arrêter maintenant, etc. Bon, on arrêtera. On arrêtera, par exemple, j'ai des personnes qui ont arrêté l'héroïne grâce à l'alcool. Ou des personnes qui ne boivent plus une seule goutte d'alcool parce que leur foie est bousillé et qu'il faut arrêter tout ça, et qui deviennent accros aux benzodiazépines, c'est-à-dire une classe de médicaments psychotropes, disons des tranquillisants, des choses comme ça, qui ont la même fonction. On appelle ça transfert d'addiction, ou bien des personnes qui arrêtent de fumer et qui commencent à grignoter et à bouffer. La même prise, le même acte d'incorporation est investi de fonctionnalités apaisantes, anesthésiantes de la souffrance. Il y a des jeunes qui fument pas, qui commencent pas à prendre de drogue et puis qui n'en prendront jamais. Et puis il y en a qui commencent, ça se voit au lycée, qui commencent à en prendre et puis qui en prennent de plus en plus et de plus en plus souvent. Est-ce que vous savez comment ça peut s'expliquer, ça, par rapport à cette différence-là entre les jeunes qui en consomment beaucoup et ceux qui en consomment pas ou peu? Imaginons deux adolescents du même âge, de la même classe, qui vont à une soirée. Imaginons que l'un est plutôt timide, un peu mal dans sa peau, comme on peut l'être à tout âge, pas seulement à l'adolescence. Et puis que l'autre est plutôt confiant en lui, ça se passe plutôt bien dans sa vie. Hein. C'est un cas de figure tout à fait possible. Imaginons qu'ils consomment la même quantité de produits, que ce soit de l'alcool ou du cannabis et tout ça. Imaginons que celui qui est plutôt timide fait l'expérience que c'est formidable, il est extraverti, il est rigolo, mais tout le monde rit de ce qu'il dit, mais il est Dieu. C'est Baudelaire qui dit au vin, à nous deux, nous serons Dieu. Nous autres êtres humains, on est imparfaits, physiquement, psychiquement, il y a des choses qui ne nous plaisent pas, on est comme ci, comme ça, on aimerait mieux être... Mais là, plus de problème, on est complètement achevé, parfait, bon, ou du moins on se sent tel. Imaginons que l'autre, celui qui n'a pas problème dans sa vie particulier, boit et puis, parce qu'il a mangé quelque chose, je ne sais pas quoi, ça lui fait tourner la tête, il va dégueuler, en plus on lui pique son portable, bon. Vous voyez bien que c'est la même expérience dans le même lieu par deux personnes qui ont le même âge, etc. Mais pour l'une, ça se soldera par un accès à un plus-être et un mieux-être qui sera imprégné là-dedans. Et pour l'autre, ça se soldera par un souvenir de quelque chose d'extrêmement déplaisant. Ça ne veut pas dire qu'il ne boira plus jamais de sa vie, mais ça veut dire que l'autre continuera de reprendre quelque chose qui a été formidable, magique, payant. D'accord. Est-ce que vous pensez que, par exemple, parce que de nos jours, les artistes ils mettent en valeur le fait notamment de fumer, est-ce que vous pensez que ça peut influencer les adolescents? Déjà, c'est pas que de nos jours. Enfin, j'ai cité Baudelaire. Avec l'opium. Voilà. Oui. Bon. Artiste maudit, Serge Gainsbourg était de ce type, fumé, crevé de ça, boire et tout ça. Donc, il peut y avoir une image valorisée de tel artiste et de ce que j'aimerais être. Il peut y avoir un modèle par imitation. Nous autres êtres humains, on se construit aussi à partir de modèles.
Ça peut être tel prof ou tel parent à un moment donné, quitte à le faire tomber du piédestal à un autre moment donné. Mais on a, entre guillemets, des idoles, des chanteurs qu'on aime bien et tout ça. Et c'est comme si on s'incorporait en quelque sorte leur qualité. Et donc, il peut y avoir, pour certaines personnes, l'idée que, ouais, tel poète, tel musicien, il est génial, Janis Joplin, ou, etc. Bon, il y en a pas mal qui sont morts à cette époque d'overdose. Et comment il s'appelle le guitariste, là ça me reviendra. Peu importe, il y en a pas mal à cette époque, des hippies. Jimi Hendrix, par exemple. Il y en a pas mal qui sont morts d'overdose. Et alors, il peut y avoir l'idée que, ah oui, pour être un Superman, à jouer formidablement ou à chanter, etc., il faut avoir un petit truc là, et puis, cette quête de mieux-être et de plus-être qu'on a tous, vu qu'on est imparfait, on peut la focaliser sur ce modèle-là et on imite le modèle. Ça peut entrer en ligne de compte. On aurait tort de croire que c'est la raison unique qui amène à l'addiction. Et puis une autre question par rapport à tout ce qui est les amis qui nous entourent au lycée, un peu là, parce que c'est vraiment notre tranche d'âge, c'est vraiment 15-17 ans, donc c'est vraiment les lycéens. Par rapport à la popularité, tout ce que ça peut entraîner, est-ce que vous savez un peu ce que... Ça rejoint ce qu'on a dit précédemment. Ouais. On a une sorte d'ego qu'il faut faire exister, qu'il faut faire reconnaître. J'ai l'impression d'être important, mais il faut que l'autre voie que je suis beau, important. Et si un petit pétard ou un coup dans le nez, ça me permet de faire le cacou et d'être reconnu et d'être admiré et tout ça. Parce que pour acheter un pantalon ou des chaussures, je peux aller dans un magasin et payer et puis les avoir. Mais pour avoir de l'estime, de l'amour, de l'admiration de l'autre, je ne peux pas avec un tire-bouchon dire « Hey, toi, tu dois m'aimer et me considérer comme vraiment important. » Donc si j'ai un adjuvant, si j'ai une aide, un produit chimique qui me permet, de manière peut-être illusoire, mais en tout cas j'ai ce sentiment-là, d'être plus important, de faire le cacou, etc. Je ne vois pas pourquoi je m'en priverais si ça gonfle mon ego. Mais est-ce qu'une drogue, elle va pouvoir unir des gens, justement? C'est un des déterminants qui, à un moment donné du parcours, fait que telle personne se fera piéger, notamment en seconde, où on est dans un nouveau milieu, il faut se faire des copains. Et si à la récré, elle a une cigarette, et elle a une cigarette, et puis lui aussi, et que je vais être dans ce groupe d'amis, ben moi aussi j'aurai une cigarette. C'est même pas conscientisé. C'est une sorte, il y a un sentiment d'appartenance au groupe par imitation les uns des autres. Et s'il y a une soirée, il y a le pétard qui circule là, et puis qui circule là, et puis qui circule là, et puis qui circule là. Attends, je vais paraître pas dégourdi si je tire pas dessus et si je le passe à mon voisin. Il faut que je fasse comme tout le monde. Donc la nécessité d'appartenir au groupe et de se conformer au rituel et si lui a un blue jean et lui a un blue jean, ben moi aussi j'aurai un blue jean. C'est même pas conscientisé. D'accord. Juste une dernière question pour finir. Comment on peut aider ces jeunes, justement, qui est un spécialiste? Comment vous essayez de les aider? Déjà, on peut souhaiter qu'ils s'en prennent plein la gueule. Pourquoi? Parce qu'à la lumière des milliers de personnes alcoolo-tabagiques que j'ai pu rencontrer, c'est parce qu'à un moment donné de leur parcours, il y a eu une masse de souffrance qui a contrebalancé tous les bienfaits dont on a parlé, que c'est parce qu'il y a souffrance que peut advenir de la conscience et éventuellement du changement. Tant que c'est payant. Il n'y a pas de raison de s'arrêter. Exactement. Alors, on ne va pas leur souhaiter de sortir de boîte de nuit et de se planter contre un platane et de rester sur fauteuil roulant jusqu'à la fin de leur vie, parce que c'est un petit peu trop gros, trop fort comme sanction de la réalité. Mais tant qu'il n'y a pas sanction de la réalité, on l'a dit précédemment, les paroles des copines, des parents, des éducateurs et tout ça, ça rentre là, ça sort là.
parce qu'il y a cette expérience qui rentre en contradiction avec ce qui est dit et qui fait que, attends, moi, ça me fait du bien. C'est pour se faire du bien qu'on inhale, notamment dans la cigarette, 4000 substances chimiques, dont 50 sont cancérigènes. Il faut vraiment être starbé de la cafetière pour payer, pour inhaler un gaz toxique qui est à 850 degrés au bout de la cigarette et qui crame complètement les petits cils vibratiles microscopiques qui sont dans les tuyaux, qui vont dans les poumons, et vas-y que je te foute une couche de goudron sur ces muqueuses fragiles avant qu'elles aient cicatrisé. Tout ça pour se construire un emphysème ou une bronchopneumopathie chronique obstructive. Bon, si on regarde d'un point de vue objectif, c'est un acte d'automutilation. Mais du point de vue subjectif, quand quelqu'un va acheter son paquet de tabac, il ne se dit pas « Tiens, je vais me construire un cancer, au moins je saurai de quoi je vais mourir » ou des trucs comme ça. Il se dit « Ah, ça me désénerve, ah, ça me permet de je sais pas quoi ». C'est les bénéfices qui nous intéressent, même s'ils sont illusoires, temporaires, chèrement payés. C'est ça qui crée l'attachement. D'accord. Merci beaucoup.